bonjour, merci de votre fidélité. Ravi de vous retrouver dans l'hebdo de François, en partenariat avec Beurre FM et Africa numéro 1, pardon. Et puis toujours avec 4 mousquetaires de l'information. On va commencer par Dominique Volton, directeur de recherche au CNRS. Bonjour. En face de lui, Éric Zemmour du Figaro, bonjour. Journaliste au Figaro. Et puis aujourd'hui, j'allais dire un nouveau venu, pas tout à fait pour ceux qui connaissent bien François et RFO. C'est Luc Laventure, le directeur des antennes des RFO, qui a eu la gentillesse de nous rejoindre. Francis Laloupeau, mesdames qui avaient moins de 50 ans, n'éteignez pas. Il sera là dès la semaine prochaine. Il est en Afrique. C'était un voyage impromptu. Mais on sait tous que Luc Laventure est journaliste avant tout. Et c'est à ce titre qu'il est avec nous aujourd'hui. Voilà. Il reste le dernier. J'allais dire le petit dernier, mais ça, c'est pas gentil. C'est pas ce qu'on pense. Nadir Djenad de Beurre FM. Bonjour Nadir. Bonjour, ça veut dire le plus jeune, le petit garçon. Voilà. Si vous voulez nous écrire, il y a un mail. Alors ce mail, il doit s'afficher. Voilà, hebdofranço@rfo.fr. hebdofranço@rfo.fr. Il y a eu pas mal de mails cette semaine. On va essayer d'en tenir compte dans la tenue de l'émission. Merci de votre fidélité. Merci de l'attention que vous portez à cette émission en tout cas. Alors au sommaire de cette édition, on va aborder évidemment la grève de jeudi dernier, les manifestations qui sont déroulées dans tout le pays, mais également l'Algérie où bientôt il y aura une élection présidentielle, et une élection présidentielle qui risque d'être un peu particulière puisque pour l'instant, il n'y aurait qu'un seul candidat. Mais enfin, on va commencer par Madagascar où le torchon brûle, vraiment, entre le maire d'Antananarivo, la capitale, il s'agit de Andy Rajolina, et puis le président de la République malgache, Marc Ravalomanana. Le torchon brûle, ça a commencé d'abord par la fermeture d'une télévision privée qui appartient au maire, lequel maire est bien entendu a accusé l'État et Marc Ravalomanana d'attenter aux libertés, qui a appelé des manifestations dans la capitale. Ces manifestations se sont hélas transformées en émeutes. On dénombre, alors où je vous parle, plus d'une trentaine de morts. Mais on se demande toujours, Dominique Volton, un petit peu, qu'est-ce qui oppose vraiment, fondamentalement, le maire au président ? D'abord, quand il y a des émeutes avec des morts et les violences qu'on voit depuis plusieurs jours, c'est qu'il y a des causes profondes. Autrement dit, les hommes ne se mettent pas à s'entretuer entre eux comme ça. Il n'y a pas un mauvais génie. Donc, ce qui se joue sur Madagascar, qui est une tragédie pour la France, si je puis dire, et pour l'Afrique et pour l'océan Indien, c'est que c'est un pays d'une immense richesse humaine. Il faut d'abord le dire, humaine. Alors, des ressources naturelles, de grandes ressources politiques, et c'est vrai qu'on n'a pas réussi, après la décolonisation, à mettre sur pied un système politique suffisamment clair. Donc ce qui se joue là, c'est archi classique dans plein de pays du monde, il n'y a pas besoin d'aller dans le sud. C'est un conflit entre un président qui a été élu, qui d'ailleurs, parenthèse, est assez pas très francophone, lui. C'est le paradoxal, c'est probablement à Madagascar qu'on a le prochain sommet de la francophonie, ce qui est d'ailleurs intéressant, parce que du coup, ça permettra de voir ce qu'est la francophonie du pays par rapport à celle du président. Donc il est plutôt anglophile, plutôt assez libéral sur le plan économique. D'ailleurs, il fait un peu partie de l'ancienne mondialisation, si je puis dire. Et puis vous avez un maire, comme très souvent dans ces pays-là, qui a pris une assise politique extrêmement forte, parce que gérer les capitales, c'est jamais facile, et qui du coup se retrouve à la fois en concurrence sur le plan politique, ce qui est archi classique comme dans tous les pays du monde, mais surtout en concurrence sur le modèle économique. Et du coup, vous avez ce qui se greffe là-dessus, des problèmes culturels classiques entre les gens des plateaux et les gens de la plaine. Et si je puis dire, comme toujours, les problèmes culturels ne prennent leur importance que quand les inégalités économiques et sociales prennent trop de force. Donc, il y a Pourriez-vous dire en deux mots, parce que vous parlez des gens du plateau et des gens de la plaine, justement, quelles sont les grandes différences? Pour une fois, je vous demande d'être un peu plus long. Non, oui, mais c'est très vite, soyez plus long. Vite, soyez plus long. Vite, soyez plus long. C'est pas compliqué. C'est pas les mêmes peuplements, c'est pas les mêmes cultures. Et il y a même des fois des débats d'ethnologie et d'anthropologie sur la différence de peuplement de Madagascar. En tout cas, c'est vrai que depuis toujours, il y a une opposition. Voilà. Il y a une opposition. Et ça joue. Les Asiatiques sont sur les plateaux? Oui. Et les deux qui se battent sont d'origine un peu asiatique. Et d'autre part, il y a les peuplements qui viennent d'Inde, parce que Madagascar est un grand. Donc, en fait, ce qui est intéressant de Madagascar, c'est que c'est vraiment un tissu multiculturel avec une civilisation d'une force, d'une intelligence inouïe que nous, les Français, une finesse qu'on n'a pas été capable de valoriser parce qu'on ne sait pas quoi faire de cet immense pays, il faut bien dire, qui a joué... Sauf en 47. Sauf en 47, où là, on a été massacre. Oui, il y a eu une émeute, plusieurs milliers de morts. De Tananarive. Comme hélas. Sétif et Tananarive sont, en 1947, les deux endroits où le colonialisme français a beaucoup frappé, quand même. Césaire en parle dans son discours sur le colonialisme. Et bien, tout à fait. Mais ce qui est sûr, c'est que Madagascar n'a pas la place qu'elle devrait occuper par rapport au sud-ouest africain et par rapport à l'océan Indien. Donc c'est un enjeu géostratégique, culturel, politique, de revalorisation des civilisations. Parce qu'aujourd'hui, dans le développement durable, si on parle de développement durable, c'est pas seulement de l'économie, c'est aussi de la politique et de la culture. Et donc, tout, si je puis dire, c'est un lieu formidable de lecture. Le problème, c'est que après des années, des actions de chefs d'État qui se sont servis, le chef de l'État a joué un rôle complètement libéral dans le genre enrichissez-vous, modèle libéral qu'on a connu pendant 30 ans.
politique, oui. Évidemment, ça enrichit les riches et ça appauvrit les pauvres. Là-dessus, le maire est passé sur une ambiguïté comme très souvent en politique. Et du coup, tout s'embrase avec un télescopage politique, culture, économie. Voilà. D'accord. Et par contre, les puissances tutélaires ou celles qui entourent, au lieu d'essayer, et c'est là où la France et les autres, on joue pas un jeu très net, c'est qu'on a un attentisme qui, si vous voulez, ne correspond pas à nos responsabilités historiques et politiques. Voilà. D'accord. Luc Laventure veut dire un mot. Juste, je suis d'accord avec l'analyse de Dominique. J'ajouterais deux choses quand même. C'est que ça a l'air d'une révolution de palais. Parce qu'on trouve deux antagonistes qui sont pratiquement de Mais la même après, on voit origine. pas la différence, quoi. La différence, elle est beaucoup plus... Parce que comme, effectivement, on a affaire à des gens subtils, on a quand même affaire à un problème de marketing. On a un chef de l'État qui est anglophile. Puisque, effectivement, n'oublions pas qu'à Madagascar, la langue la plus réputée, la plus parlée, le français, il a interdit le français pour pouvoir mettre en place Et non, il a pris l'anglais. il n'a pas interdit, il a mis l'anglais en première langue. Ce qui est... Ça revient même parce que personne n'apprend deux langues. Merci pour la nuance. Et effectivement, il y a également la langue malgache qu'avait imposée à un moment donné Ratsiraka. Et puis, il s'est trouvé que les deux sont sur le même créneau de marketing. Ce sont deux jeunes apparemment libérales, deux mêmes ambitions qui jouent avec l'ambiguïté parce que le président de la République a joué beaucoup avec l'argent des ONG. Et puis, finalement, il n'a pas su vraiment irriguer l'ensemble de la population avec cet argent venu d'ailleurs. Et effectivement, on se trouve dans une impasse avec des alliances, des jeux d'alliances. Et c'est pourquoi, en arrivant ici tout à l'heure, on pastichait cela en disant il y a le roi et puis il y a le maire du palais. On est vraiment dans quelque chose qui serait un vaudeville s'il n'y avait pas des dizaines de morts. Alors, Nadia Djenad, alors, moi je me souviens... J'ajoute encore par rapport à ce que vient de dire Dominique, je pense que non seulement l'Occident, mais l'Europe et plus particulièrement la France a une politique attentiste qui n'est pas de mise. Je voudrais dire la chose suivante. Vergès dit la chose suivante et il a raison. Vergès, qui est le président du Conseil régional de la Réunion. Il dit c'est un bassin de population francophone. Dans 15 ans, ce sera un bassin de 30 millions de personnes. Mais malheureusement anglophone, si on laisse faire. Tout à fait. Donc nous avons un rôle à jouer. Ce que nous faisons d'ailleurs en télévision, puisque nous avons une association qui s'appelle l'AR3, l'association des radios-télévisions de l'océan Indien. Et je pense que nous avons, nous, et particulièrement RFO, mais de façon générale représentant les frontières mondiales de la France, nous avons un rôle important à jouer dans ce bassin océan Indien. Alors Nadia Djenad, moi je voudrais qu'on continue un peu parce que je me souviens lorsque Marc Ravalomanana est arrivé au pouvoir, il y a eu un ouf de soulagement. On était nombreux à se dire, après ces longues années difficiles de Didier Ratsiraka, il y a un espoir, il y a quelqu'un qui arrive. Est-ce que c'est la fin de l'état de grâce, la fin de l'espoir aujourd'hui ? Oui, c'est la fin de l'état de grâce parce que, comme ça a été dit ici, c'est l'affrontement de deux hommes, de deux ambitions, mais sur fond de tensions sociales. Je ne suis pas spécialiste de Madagascar, mais quand on lit la presse malgache ou quand on entend les manifestations, il y a une vraie déception par rapport à la politique mise en place par le président malgache. Il avait un slogan de campagne avant l'élection présidentielle. Il disait qu'il allait acheter une voiture pour chaque famille malgache. Et finalement, il ne l'a pas fait. Il n'a pas ses promesses. Il n'a pas tenu ses promesses. Pas le seul, hein. Oui, il y a une grande grande promesse démagogique qu'on peut difficilement. Ouais, donc il y a une grande déception, d'autant que les conditions sociales se sont dégradées. Effectivement, selon des estimations de la Banque mondiale, 7 habitants sur 10 vivent avec moins d'$1 par jour. Donc vraiment, il y a tous les ingrédients pour qu'il y ait une tension sociale. Il faut ajouter aussi que le pays est essentiellement agricole et que ces dernières années, il y a eu des tornades qui ont ravagé les cultures. Donc là, on a vraiment les ingrédients les ingrédients, si je peux employer ce mot-là, pour une vraie tension, une explosion sociale. Et des inégalités sociales. Et des inégalités, effectivement. Éric Zemmour veut dire un mot. Oui, non, j'ai rien à rajouter sur la situation même de Madagascar. Je voudrais dire un mot sur ce qu'on a appelé ici l'attentisme français. Il me paraît difficile de faire officiellement plus, puisque vous savez qu'il n'y a pas d'ambassadeur, puisqu'il a été renvoyé par le président parce qu'il portait la poisse, c'est quand même, il portait le mauvais œil, donc c'est quand même une bonne raison, et qu'en plus il n'y a pas de nouveau de remplaçant, puisque le gouvernement français en a proposé un, mais que le président n'a pas donné suite, et que si effectivement ce président est assez francophobe, la France peut difficilement soutenir franchement
le nouveau maire, qui essaye manifestement d'abattre le pouvoir par des émeutes de rue. Donc le gouvernement français, effectivement, il peut jouer en sous-main en faveur du maire, mais il ne peut pas le jouer. Il faut se souvenir. Là, ça soulève. On va commencer par Nadir, Dominique et enfin Luc Laventure. Sur l'attitude de la France, c'est vrai qu'on peut constater que la France est prudente dans la gestion de cette crise politique, alors qu'on l'a souvent accusée par le passé de s'ingérer dans les affaires de Madagascar. Mais il faut se rappeler que la crise de 2001 et 2002 a laissé des traces. Rappelez-vous ce qui s'était passé à ce moment-là. Le président Ravalomanana, je m'excuse auprès des téléspectateurs malgaches, a été élu, et le président Jacques Chirac avait tardé avant de reconnaître sa victoire, puisqu'il soutenait le président sortant, Ratsirak. Donc cette crise a laissé des traces. Il y a effectivement plus d'ambassadeurs, mais il faut aussi se rappeler que dès l'élection du nouveau président malgache, les entreprises françaises ont perdu d'importants marchés. Et un enjeu. Il y a un enjeu au moins économique. Alors Dominique Volton, puis ensuite Luc Laventure. Oui, non, sur le problème de l'ambiguïté de la France, ça date pas d'hier. Il y a cette tragédie de 1947 qui pèse. Mais d'une manière générale, les conditions de communication... Rappelons-le, Dominique, excusez-moi, c'est parce que il faut toujours dire aux téléspectateurs, des émeutes en 1947 à la sortie de la guerre, et une répression à Antananarive et à Sétif aussi. Oui, à Sétif, mais la même année. En fait, dans l'Empire, dans tous les empires coloniaux, c'est normal, la guerre a relancé les mouvements nationalistes qui existaient avant la guerre. Donc du coup, on a vu ça. Donc il y a un passif, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, et on a vu ça en Indochine avec Ho Chi Minh, qui, je vous rappelle, a quand même été président de l'Indochine pendant quelques mois. Donc il y a une espèce de revendication nationaliste qui, hélas, les Français et les Britanniques, les Belges pareil, on y était dans la répression effrayante, surtout à Madagascar et surtout en Algérie et même en Tunisie. Donc la question, et comme on n'a jamais eu de politique malgache, parce que c'est un immense continent avec une indépendance d'esprit et politique énorme, parce qu'il y a une tradition... c'est la grande île, oui, c'est immense. Et puis parce qu'il y a une tradition politique qui était bien antérieure à nous, avec un système politique, des traditions, etc. Donc la France n'a pas très bien su ce qu'on a su faire au Maroc à peu près, ou à peu près en Algérie. Donc du coup c'est loin, c'était déjà l'océan Indien, il faut se rappeler des conditions. Et avec cette espèce de francophonie dont on n'a pas su quoi faire, et du coup les événements de 2001 ne font que catalyser. On a l'impression que la France a raté à chaque fois. Or, du point de vue de la géopolitique, c'est vrai que l'océan Indien, il faut le rappeler, est un océan, si on prend les trois océans, l'Atlantique, le Indien et le Pacifique, nous avons une base de francophonie formidable dans l'océan Indien, dont la France ne tire pas parti, dont la francophonie ne tire pas parti, parce que vous avez la côte orientale de l'Afrique qui est à la fois anglophone mais lusophone, donc sur les langues romanes, la Madagascar qui est francophone, et une partie de l'océan Indien avec les Seychelles et naturellement la Réunion qui est francophone. Et moi je ne comprends pas et Mayotte, etc. Je ne comprends pas, sans oublier bien sûr Mayotte, je ne comprends pas comment d'un point de vue géopolitique, on n'est pas plus généreux. Je ne dis pas que les Malgaches sont des anges, mais il y a quelque chose qui manque en intelligence politique au sens de l'ouverture vers les civilisations de demain sur l'océan Indien. Donc j'ai l'impression qu'on s'occupe beaucoup trop de l'océan Atlantique, avec notamment tout ce qui tourne autour de la Caraïbe. On ne s'intéresse pas du tout, hélas, à l'océan Pacifique. Mais quand l'océan Indien, qui serait une base, parce que sur l'océan Indien se jouent quand même les grandes civilisations de l'Afrique, l'Inde et toute cette partie-là. Et donc je trouve que c'est loupé pour louper, au mauvais sens du terme. Voilà. J'ajoute qu'il y a une démographie formidable et qu'il y a des ressources naturelles qui sont exceptionnelles. Et c'est quand même des francophiles. On va donner pour la conclusion, parce qu'il nous reste très peu de temps sur ce thème, la conclusion à Luc Laventure. Après tout, c'est mon patron. Et sur la communication, il a raison, il faut absolument jouer avec la zone. Absolument. Je poserai pas d'ailleurs Atlantique à l'océan Indien, puisqu'on a le même phénomène avec Haïti, où effectivement je pense qu'on ne joue pas assez la francophonie au niveau d'Haïti. Mais Dominique a raison quand il dit on a un bassin avec une cohérence très forte en matière de langue, puisqu'on a j'allais dire comme poteau central la Réunion, on a les Comores avec surtout Mayotte, on a tout un festival des langues créoles avec Seychelles et Maurice, et on n'arrive pas avec Madagascar. C'est vrai qu'il y a ce passé colonial, c'est vrai qu'il y a cette espèce de tragédie et de ce traumatisme de 1947 avec des milliers de morts, on oublie cela, mais Césaire en parle et ce n'est pas innocent quand il le fait dans son discours sur le colonialisme, mais je pense qu'on ne joue pas assez l'économie. L'économie, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est que Madagascar est happé et sucé, si je puis dire, par
l'Afrique du Sud, la Chine et la Corée. Et même l'actuel président, on peut lui faire, non pas le grief, mais trouver un petit peu indélicat le fait qu'il ait vendu un certain nombre, vendu pour des concessions de 99 ans, des fermes entières à des Sud-Coréens. Et tout cela, ce sont des richesses. C'est-à-dire la France perd la main, quoi. La France perd la main. Alors, je pense que sur le plan de la diplomatie, je ne suis pas diplomate et je n'ai pas de conseils à donner, mais on s'aperçoit que ce qui s'est passé en Afrique et qui se passe également à Madagascar, c'est le fait qu'on perd la main au niveau de... On ne joue pas avec les ONG, ce qu'a fait excellemment le président, l'actuel président de Madagascar, avec une irrigation économique extrêmement forte. Je pense qu'il faut le jouer par deux biais. Il faut le jouer par le économique, mais par les ONG, et il faut le jouer également par la culture. Et je pense que nous, en télévision, nous, RFO, on a un rôle à jouer, etc., nous avons un rôle important à jouer. Mais RFO se lance, mais la force des RFO, je m'excuse, j'en profite pour le dire ici parce que je lis partout ailleurs en permanence depuis des années, la force des RFO, grâce aux collectivités territoriales d'outre-mer, nous sommes présents dans le monde entier. Et le problème de RFO, c'est qu'RFO n'est pas assez valorisé dans le cadre du groupe France Télévisions et n'est pas assez valorisé dans le cadre de l'espace audiovisuel français. RFO touche toutes les cultures, toutes les civilisations, tous les océans. Je pense que le café va être pour lui de l'aventure. Je pense qu'il va vous payer le café sans problème. Comme ça fait 15 ans que je le dis, je peux le dire publiquement de temps en temps. C'est vrai. Mais les politiques s'en foutent. Mais les politiques s'en foutent complètement. Alors, on va continuer, on va changer de lieu, on va aller en Algérie. Alors, en Algérie, il y a une situation un peu particulière qui est en train de se développer. Il y a une élection présidentielle, je crois qu'elle devrait avoir lieu dans 3 mois. Officiellement, il n'y a pas de candidat, mais tout le monde sait qu'il ne fait guère de doute que Abdelaziz Bouteflika va se présenter une nouvelle fois, puisque la Constitution a même été modifiée pour cela. Du coup, d'ores et déjà, pas mal d'opposants au régime qui auraient eu la légitimité à se présenter à une élection présidentielle ont décidé de faire la grève. Ils ont d'ores et déjà indiqué qu'ils ne se présenteraient pas. Et on risque de se retrouver dans une situation bien particulière, un candidat unique à l'élection présidentielle, avec ce que ça peut entraîner. Alors, je me tourne vers vous, Nadir Djellad. C'est une attitude jusqu'au boutiste ou légitime de la part de ses opposants? Alors il faut d'abord préciser 2-3 choses concernant les opposants. Il y a 3 partis qui ont décidé de boycotter l'élection présidentielle. Il y a le Rassemblement pour la culture et la démocratie, qui est kabyle. Il y a le Front des forces socialistes, qui est kabyle aussi. Il y a un parti islamiste appelé El Isla. Alors ces partis ont décidé de boycotter donc ce scrutin malgré la garantie que leur a donné le pouvoir concernant la présence d'observateurs internationaux pour ce scrutin. Le pouvoir a affirmé qu'il y aurait des observateurs de l'Union européenne notamment pour surveiller ce scrutin. Alors ce boycott renseigne effectivement sur le peu d'engouement que suscite cette élection et le pouvoir en place devrait s'en soucier parce qu'on se souvient que les dernières élections, que ce soit présidentielles et législatives, vont montrer un très fort taux d'abstention, enfin une très faible participation. Donc c'est vraiment inquiétant. J'observe également cette habitude qu'ont les chefs d'État de pays arabes et également de pays africains d'amender la Constitution pour pouvoir se présenter à nouveau pour une élection présidentielle. On l'a fait quand même pendant des siècles nous-mêmes. Hein. Oui, non, mais c'est un petit côté satrape quand même, hein. Même si nous l'avons fait. Nos propres erreurs, c'est pas la peine de les renouveler ailleurs, peut-être. Hein. Non, mais on va laisser finir Nadir Djellad. J'aimerais faire c'est un constat que je fais. Beaucoup de chefs d'État, par exemple en Tunisie, en Égypte également, ont amendé la Constitution et je pense que c'est pas un bon signal pour une alternance démocratique. Le bilan du président Bouteflika n'est pas mauvais, pourtant. Il faut se rappeler de ce qu'était l'Algérie dans les années 90, un pays durement touché par le terrorisme. Souvenez-vous des grands massacres des années 96-97, un pays isolé sur le plan international. Bouteflika a réussi, d'une certaine façon, à redonner une place sur la scène internationale à l'Algérie. Il a réussi à combattre le terrorisme, même s'il n'a pas totalement disparu, grâce à sa politique de concorde civile et de réconciliation nationale. Il a réussi également à attirer des investisseurs étrangers. Mais je terminerai là-dessus en disant que les défis sont immenses. S'il annonce sa candidature, normalement il doit le faire d'ici une semaine. Les défis sont immenses, notamment les défis économiques et sociaux. L'économie algérienne est trop dépendante de la rente pétrolière. Il y a aussi un fort taux de chômage. Il y a une contestation sociale de plus en plus importante. Il y a des émeutes régulières en Algérie, des émeutes contre la cherté de la vie, des émeutes contre la corruption.
Il y a aussi un phénomène qu'on observe dans d'autres pays, à savoir la fuite des cerveaux et le départ des jeunes, ce qui est grave, étant donné que d'ailleurs, quand les autres peuvent partir, les cerveaux, mais les jeunes, On se souvient des manifestations, des visas lors de la visite de Jacques 70% de la population algérienne a moins de 30 ans. Donc, alors bon, on remercie Nadir parce que vous nous avez brossé un portrait, là on y voit un peu plus clair sur le décor, si j'ose dire. Éric Zemmour veut déjà se précipiter. On l'écoute. Je fais un signe, c'est tout, j'attends. Un signe discret de la main. Voilà, allez, j'attends sagement mon tour. Plusieurs choses. D'abord, un petit point d'histoire. Le seul qui est réclamé la suppression d'une limitation de mandat, c'est Louis-Napoléon Bonaparte. Il a fait un coup d'État quand on lui a refusé. Et depuis, en France, on s'est bien gardé de faire de limitation de mandat. Dans le reste du monde, il y a eu énormément de modifications des constitutions. Mais je parlais de la France. Rappel historique, tout voilà, noté. Point. Pour dire que c'est... Et plus précisément sur l'Algérie. Non, mais pour dire que c'est un peu ridicule de mettre des limitations comme ça de mandat. Si le peuple, moi, je me semble que si le peuple veut réélire quelqu'un, il a le droit. Ça s'appelle la démocratie. Deuxièmement, on va pas avoir cette discussion aujourd'hui parce que sur la limitation des mandats, il y a plusieurs positions selon qu'on est constitutionnaliste ou non. Alors, on a entendu votre argument, mais sur l'Algérie. Sur l'Algérie. Deuxièmement, l'Algérie. C'est évident que ce n'est pas une démocratie. La seule fois où ça a été une démocratie, les islamistes ont gagné les élections et l'armée a interrompu le processus démocratique. Donc ça, c'est réglé depuis lors. Nous avons un système de régime de partis fausses, enfin de partis en vrai unique et faussement multipartis. Vous dites que les petits partis qui sont des satellites du FLN, ils sont en fait en sous-main, mais évidemment. Par le FLN. Et que en fait, Nadir veut dire un mot juste là-dessus. Je laisse. Non, mais je dirais que il y a quand même, moi qui ai souvent couvert des élections en Algérie, il y a quand même déjà, premièrement, il y a une presse. Ça, tout le monde le reconnaît, c'est la presse, la plus libre. Une des presses les plus libres du Maghreb et du monde arabe. Deuxièmement, quand il y a des élections, je me souviens d'élections où il y avait des foules qui venaient dans les meetings, où il y a vraiment des débats très virulents, il y a des manifestations, on ose critiquer le pouvoir en Algérie. Il n'y a pas une chape de plomb sur le pays, quoi. Non, il n'y a pas une chape. Et il y a un certain nombre de libertés démocratiques qui existent. Il y a un certain nombre de libertés démocratiques, mais c'est pour ça que quand vous dites que ce n'est pas une démocratie. Eric, on va vous laisser finir, Eric. Non, mais c'est intéressant. Je m'instruis. Non, mais il n'empêche que moi, j'appelle pas ça une démocratie, c'est tout. Mais je comprends ce que veut dire Nadir. Il n'a pas tort. Ce que je voulais dire, c'est que là, le roi est nu. C'est intéressant parce que on le laisse seul. Face à son pouvoir autocratique, qui, enfin, il faut le dire quand même, c'est pas Bouteflika qui a commencé, mais ce pays est ruiné par le pouvoir depuis 40 ans, alors qu'il a une rente pétrolière gigantesque, qui n'a fait qu'enrichir quelques hauts dignitaires de l'armée, malheureusement etc. pas qu'il n'y ait pas qu'en Algérie que ça se passe comme ça. Mais je suis d'accord, mais c'est quand même ce pays importe. Vous dites on a confisqué, le pouvoir a confisqué la manne économique la manne pétrolière, mais oui, il a ruiné en plus une agriculture qui ne demandait qu'à croître pour... c'est tous les grands échecs des années 60-70 qui continuent à payer. Ce pays importe du blé alors qu'il était sous la colonisation, il produisait du blé. Enfin, je veux dire, il y a des choses quand même qu'il faut noter. Donc ce pays est un immense échec par rapport à ses potentialités. Et aujourd'hui, je trouve que Bouteflika est face à ces échecs. En plus, c'est un malade. Je ne vois pas comment il pourrait mener... Pas le seul, hein. Non, mais ça c'est sûr. Il n'est pas le seul homme politique malade. Tout à fait. Ouais. Mais comment il peut encore espérer gouverner En plus, il a fait beaucoup de... Je finis simplement. Il a fait beaucoup de concessions aux islamistes. Et dans son comportement personnel et dans le droit Nadir dit c'est la réconciliation et il avait l'air de dire que c'était la seule façon d'y arriver. Oui. Dominique Volton. Alors plusieurs choses. La Bouteflika seul face à son destin. Alors c'est un peu ça, hein, l'idée. Oui, mais nous les gens de la Méditerranée du Nord, on a une capacité invraisemblable à donner des leçons et à donner des leçons historiques et politiques à la face sud de la Méditerranée. Et je trouve qu'il faudrait bien de regarder de temps en temps la poutre qu'il y a dans nos yeux avant d'aller critiquer. Bien sûr que c'est pas un régime idéal. Nous avons 4 choses. Les forces politiques, il y en a 4 grandes, pour que les spectateurs comprennent. Il y a le FLN, en bonne partie corrompu. Le FLN, c'est le parti au pouvoir. Les islamistes, l'armée, qui se répartit de manière compliquée, et puis des forces démocratiques, en bonne partie kabyles, mais qui ont plusieurs modèles. Donc, ce qui est intéressant dans cette situation, si elle perdure, on connaît tout le système bloqué, c'est que
ça traduit une politique. Alors, premièrement, ça. Donc, ça veut dire que c'est extrêmement compliqué de trouver un équilibre entre ces quatre logiques qui sont largement contradictoires. Et les forces démocratiques classiques, qui n'ont pas toutes forcément le modèle occidental comme modèle, ont du mal à trouver un biais entre ça. Deuxièmement, c'est un pays où il y a des traditions laïques fortes. C'est exactement la même question qui se joue sur la Tunisie. Si le système est bloqué pour qu'aucune opposition ne se présente, ça traduit en fait paradoxalement un degré de politisation extrême. Parce que très peu de pays arrivent à cette situation folle où en définitive, face à quelqu'un qui risque de se reconduire, l'opposition n'y va pas. Donc d'une certaine manière, ce qui paraît une caricature, moi je trouve... La farce explose, quoi. Je trouve que ça traduit une extrême politisation de ce pays. Et troisième chose que je veux dire, c'est un pays qui est très politisé. La presse est la plus libre, il y a un espace public le plus ouvert. Il est très ouvert au Maroc, il est très ouvert. C'est très paradoxal le Maghreb. En tout cas, il faut surtout arrêter de plaquer nos stéréotypes. C'est des gens qui parlent très librement, les systèmes de contrôle de flics sont différents, mais... Qui osent critiquer ouvertement. Qui osent critiquer la presse est la plus libre. Pouvoir. Bien sûr qu'il est corrompu, tout le monde ne connaît pas comme il n'y a pas que là, il suffit d'avoir l'Amérique latine, une partie de l'Europe centrale orientale et même de l'Europe occidentale, mais c'est pas ça la question. Moi, ce qui voir ce qui m'intéresse... s'est passé avec la Grèce. Bien sûr, exactement. Moi, ce qui m'intéresse en Algérie, c'est un espace public ouvert, où tout le monde s'exprime, où la presse est extrêmement libre, où il y a une très forte politisation qui a été en bonne partie d'ailleurs introduite par la tradition française. Et donc j'ai envie de dire que, quelles que soient les erreurs et les succès qu'a eu Bouteflika, on ne peut pas juger ce qui se joue en Algérie avec nos lunettes, parce que c'est exactement ce qu'on fait en permanence sur Maroc, Algérie, Tunisie. Alors par définition, avec nos lunettes, Pas d'ethnocentrisme. Pas d'ethnocentrisme. Et dernière chose que je veux dire... C'est quelque chose que vous dites souvent, Dominique Oui, Breton. absolument, parce que la mondialisation, avec la reconnaissance de la diversité culturelle, nous oblige à nous interdire, et je le dis avec violence, de nous interdire de juger le monde entier avec nos petits critères. Avec nos yeux à nous, avec notre éducation à nous. Voilà. Il y a d'autres papes intelligents que nous. qui ont fait la mondialisation. Ils ont fait la mondialisation parce qu'ils ont dominé économiquement. C'est pas la démocratie qui a gagné. Militairement. La chute du mur. Oui, économiquement et La chute du militairement. mur, Souvent, c'est la chute du mur de Berlin en 89. Ce n'est pas la victoire de la démocratie, c'est la victoire du capitalisme qui de 1980 à 2010 a fait ce qu'on a vu. Je suis d'accord. Et là aujourd'hui, il faut l'accompagner. Alors, je vous oblige à finir sur une autre zone. Allons-y, on va vous laisser terminer parce que Luc Laventure voudrait prendre la parole. Vous voulez bien que Luc Laventure s'exprime après vous? Un des enjeux fondamentaux de l'Algérie, c'est naturellement la relation amour-haine que nous avons, nous, la France, avec eux. C'est une relation beaucoup plus d'amour que de haine, et même des deux côtés. Mais les Algériens... Vous serez d'accord pour dire que c'est une relation tendue, compliquée et non, souvent émotionnelle. Par définition, les relations amoureuses sont des relations passionnelles. Voilà, d'accord. voilà. Bon, mais il y a de l'amour des deux côtés plus qu'on le croit. Simplement, ce que je crédite chez les Algériens, c'est qu'ils ont une capacité à l'exprimer plus fortement que nous. Par contre, ils demandent une légitimité historique qu'on a du mal à leur donner. Et dernière chose, qui est fondamentale, c'est qu'il y a deux grands pays qui sont francophones en Afrique. Parce qu'on n'a pas les francophonie, c'est l'Algérie et la RDC, la République du Congo. Et dans les deux cas, la France et la francophonie ne sont pas à la hauteur de ces responsabilités historiques. Voilà. Luc Laventure, sur ce constat? Je suis à peu près d'accord, et c'est pourquoi je prends un petit peu de champ par rapport à l'Algérie pour plusieurs choses. D'abord, je pense que, comme on a parlé de Madagascar, il y a un trauma dû à la guerre coloniale. En Algérie comme à Madagascar. Exactement. Et ce n'est pas seulement militaire, c'est économique. Parce que quand la France a quitté l'Algérie, elle l'a quitté dans des conditions désastreuses. Elle n'a pas quitté comme l'Angleterre a laissé l'Inde. Elle a détruit ce qu'elle avait, jusque y compris le tracteur. Marqué l'Inde, avec le Pakistan. Elle a rien détruit. Elle a rien détruit. Quand la France a laissé l'Algérie, elle l'a laissé dans des conditions économiques désastreuses. C'est Luc Laventure terminé, Eric Zemmour, je vous donne la parole après. Mais c'est pas vrai. C'est ce que j'ai appris jusqu'à présent. J'ai pu avoir des maîtres. Eric, on va laisser Luc Laventure terminer. Donc il y a eu une guerre coloniale terrible, donc elle est partie, j'allais dire, de rien. C'est vrai qu'elle a le pétrole, et c'est vrai qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il faut encore heureux qu'on a découvert quelque chose dans nos colonies. Ça vous ennuierait de laisser Luc Laventure s'exprimer, messieurs. Messieurs, est-ce que ça vous ennuierait de laisser Luc Laventure s'exprimer? Eric Zemmour. Monsieur le directeur des antennes. Non, je n'ai pas dit monsieur le directeur des antennes, mais... Non, je ne suis pas... Ce que j'aimerais bien, c'est que Luc Laventure puisse s'exprimer, non pas de façon hachée, mais jusqu'au bout. Laissez-moi jouer le rôle d'animateur, tout de même. En tant que journaliste, je ne peux pas laisser Eric dire que c'est la France qui a découvert le pétrole. C'est pas la France non plus qui a amené, qui a créé le pétrole. C'est la France qui l'a découvert. Pour nos intérêts, évidemment pour nos intérêts. Est-ce qu'Éric Zemmour, vous pourriez arrêter de faire des interjections? On va vous donner la parole après. On va vous donner la parole. Je vous promets, je vais vous donner la parole. On va laisser Luc Laventure terminer. Alors, ce pétrole, qui est algérien,
Même s'il a été découvert par les Français. Oui, les Algériens. Bon. Mais il était... Et la France l'a exploité, ça aussi il faut le dire, l'a exploité pendant de longues années, après l'indépendance aussi. Bien sûr, tout à fait. Il faut le Et dire. on continue à l'exploiter pas mal. Et c'est quand même des Algériens qui ont foré aussi. C'est pas que des Français qui ont foré. Alors, Luc, Ça payait l'aventure, plus vous avez cher pendant soulevé. des années aussi. Vous avez vu dès qu'on discute de pétrole ici, hein, il y a des Absolument. spécialistes. Hein. Ça prouve effectivement que ce débat reflète un petit peu le débat national sur l'Algérie. Il y a un côté affect, il y a un côté émotionnel, il y a un côté, il y a un côté, on sait mélanger nos salives, on sait mélanger plus d'autres choses, etc. Et puis on se bat pour des petites cuillères à la fin, jusque y compris au point de se faire des guerres. Ils sont venus beaucoup mourir pour nous aussi dans les deux guerres. Hein. Mais absolument. Donc, je suis sensible à tout cela. Donc, une guerre coloniale terrible avec un affect qui fait que, en ce moment, tout le monde se sent concerné de part et d'autre sur l'histoire de l'Algérie. Ce que j'ai envie de dire de Bouteflika, c'est que on se retrouve dans des histoires de guerre de palais. C'est quand même lui qui a viré Bembella. Et c'est quand même lui qui est l'ami de Bembella qui a 90 ans en ce moment, et il s'embrasse sur la bouche. Autre chose, s'agissant de Bouteflika, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il n'ait pas réussi l'alliance de l'eau et du feu. Parce qu'il avait quoi ? Il était mis en place par les militaires. Il est arrivé quand même, il faut avoir le courage de le dire, de se défaire d'une partie de la caste militaire et de l'emprise militaire. Il a été mis là par les militaires parce qu'il fallait barrer la route aux islamistes qui avaient gagné démocratiquement les élections. Ce qui fait que vis-à-vis de la démocratie, il faudrait vraiment avoir un petit peu de champ par rapport à ce concept. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait Bouteflika ? Il a quand même tendu la main aux islamistes dans ce qu'on appelle la concorde civile, et ça a quand même un petit peu marché, même si ça ne fonctionne pas tout à fait. Et puis, j'ai envie de dire, un signe qui me paraît intéressant au niveau de la santé d'un peuple, c'est la place de la femme. Je ne suis pas féministe, que tout le monde se rassure. Non, ce que je dis, c'est un concept complètement galvaudé. On va pas entamer cette discussion parce que ça va nous mener très loin. Je crois à la diversité. Femmes, hommes, noirs, jaunes, etc. Un signe, au niveau des statistiques, quand vous regardez la place de la femme, chez les médecins, chez les juges, chez les avocats, dans des métiers de ce genre, elles sont plus nombreuses que les hommes. Je pense que c'est quand même un signe de santé politique fort. Et qu'on devrait regarder de temps en temps, nous qui sommes beaucoup de donneurs de leçons. Hein. Alors, moi, j'ai une dernière question à poser à Nadir pour qu'on finisse sur ce thème. Nicolas Sarkozy n'a pas caché qu'il souhaitait l'union méditerranéenne, construire une union méditerranéenne. Oui. Alors, là, cette situation dont on a bien compris, Éric Zemmour et d'autres l'ont dit autour de cette table, qu'il était difficile au gouvernement français d'intervenir, en tout cas directement et officiellement. Je ne vois pas de quel droit, de toute façon. Mais est-ce que ce n'est pas de nature à remettre en cause la légitimité d'une union méditerranéenne si l'un des pays essentiels, parce que l'Algérie serait dans ce cas-là un pays essentiel, n'a pas une élection présidentielle, je dirais, légitime? Il faut savoir que pour la France, mais pour d'autres pays européens, et plus largement, hein, par exemple les États-Unis, Abdelaziz Bouteflika incarne la stabilité. Donc il est évident que pour la France, mais pour d'autres pays, les pays que je viens de citer, il est le meilleur candidat. Oui, il est le meilleur candidat. Il est le rempart contre. Sauf qu'il est s'il est seul, ça fait pas très joli dans le paysage, on va dire. Il est le rempart contre les islamistes. On a parlé de l'interruption électorale en 1992. Il faut savoir aussi que la France avait fait des pressions pour que l'Algérie interrompe son processus électoral en 1992. Une partie du gouvernement français avait fait pression. Il y avait des conflits au sein du gouvernement français. Effectivement. Il faut dire aussi que les relations, malgré des hauts débats, sont bonnes entre la France et elles sont bonnes. Elles sont bonnes sur le plan économique. Oui, sur le plan économique, elles sont un petit peu compliquées, mais je dirais que cette question de la colonisation, si vous voulez, elle ressort quelquefois de temps en temps comme ça dans les débats. Et c'est une frange, un bon argument du côté d'Alger pour dire vous taisez-vous, voilà, on va pas discuter avec vous. Une frange de la classe politique algérienne qui de temps en temps. 2-3 actes symboliques qu'on n'arrive pas à faire. Effectivement. Voilà. Chirac a été courageux de faire le voyage, mais il n'y a pas eu de suite. Vous vous souvenez de ce voyage extraordinaire? Effectivement. Mais Nicolas Sarkozy demande une repentance. Nicolas Sarkozy s'est rendu à Constantine lors de son premier voyage officiel en Algérie. Il a prononcé un discours très fort dans lequel il a dénoncé le colonialisme. Donc les relations économiques sont bonnes aussi.
l'Algérie, le premier partenaire commercial de la France en Afrique. Là, il y a aussi l'importance de l'énergie, effectivement. On a parlé du pétrole tout à l'heure, mais il y a le gaz aussi. En gros, ce que vous nous dites, Nadir, par rapport à ma question, c'est en gros, la France s'arrangera du candidat, voilà, ou de l'élu, quel qu'il soit. Franchement, Jean-Marc, Éric Zemmour, c'est pas un mot. Ouais. L'Algérie ne sera pas le seul pays qui non, n'est mais pas c'est, de l'Union. constat, Non, mais pas de jugement. de l'Union de la Ouais. je réponds à Il a votre raison, question. oui. Ouais, ce sera De pas l'Union le- de la ouais. Méditerranée, qui n'est pas un processus démocratique, Sur on le plan dira, électoral. impeccable. D'accord. Dominique Oui, Volton, je voudrais qu'on passe à la France après tout de Oui, suite. Après, absolument. je Mais vous laisse le dire, hein. les relations franco-algériennes illustrent exactement les problèmes qui vont être croissants dans le monde. C'est-à-dire que nos relations ne sont pas mauvaises sur le plan économique, elles ne sont pas mauvaises sur le plan politique. Il y a un patrimoine culturel fort et en définitive, les antagonismes sont culturels, de demande de respect, de compréhension, etc. Et je trouve que ça illustre exactement les enjeux du XXIe siècle, où on se mettra toujours d'accord sur l'économie une fois qu'on aura réduit un peu les inégalités. On sera capable de faire de la réelle politique, mais ce que demanderont les peuples et les civilisations, c'est un minimum de respect mutuel. Et ça va être beaucoup plus compliqué, parce que l'Occident a l'habitude tout de même de gérer le monde, et il va falloir qu'il apprenne de plus en plus à cohabiter. Plus de modestie, Bien plus sûr. d'humilité. Et ça, c'est Alors, vraiment difficile. Et je trouve que la relation franco-algérienne, c'est pas la seule, mais ça illustre bien. De ce point de vue-là, un pays comme la France aura dans l'avenir, c'est la même chose pour toute l'Europe, puisque nous avons été maîtres du monde et que nous avons été battus par le reste du monde pour mettre en place cette politique mondiale qui respectera plus. On a été battus par toutes les guerres de décolonisation, les Européens. On les a toutes perdues. on les a toutes perdues. On les a toutes perdues. Et Non, du coup, c'est pas vrai. vous me permettez, je voudrais juste finir le En raisonnement. Algérie, l'armée Vous française permettez ne perd pas. Vous permettez, non, d'accord. C'est beaucoup vrai. plus compliqué que Vous ça. avez raison, c'est normal. Mais oui. Mais comme d'habitude. Attendez, on va Je pas voulais recommencer. finir. Un L'Europe- fait historique. On va laisser Éric Zemmour. Je crois que l'Algérie est indépendante. un fait Donc à un historique moment que ou vous à un êtes autre, le la seul- France. C'est un choix politique que le général de Gaulle a fait. Pas du tout. Pas du tout. On va pas discuter C'est pas ça ici le de la point. raison du Je choix voudrais- politique du général je de voudrais Gaulle. juste On finir va le laisser raisonnement. Dominique Volton Voilà. terminer. En essayant de prendre un peu du champ. L'Europe a été la puissance coloniale qui a dominé le reste du monde. 2, elle a perdu 2 guerres mondiales, plus toutes les guerres de décolonisation. 3, elle a de ce fait un patrimoine culturel pour appréhender l'étape de demain, qui sera de construire une coopération mondiale énorme, parce qu'elle sait que l'autre est intelligent, les autres cultures, les autres peuples. Et je trouve étonnant que la France, qui a quand même une culture politique forte, ne soit pas un des premiers avec les Britanniques à comprendre que dans cette succession de puissances et de défaites, nous avons aujourd'hui en tête, et c'est nous qui avons l'initiative, de pouvoir retrouver et de construire des relations qui, sans être naïves, parce que les relations internationales ne sont jamais naïves, prendront en compte ces dimensions culturelles qui sont de plus en plus importantes, parce que pour leur identité culturelle ou pour leur patrimoine symbolique ou pour leur reconnaissance de leur fierté, les peuples ne lâcheront pas. Et dès qu'ils auront un rapport de force économique, ils s'en serviront. Ils s'en serviront. Ils s'en servent déjà, d'ailleurs, voilà. quand ils Donc c'est peuvent. pas que le problème que l'Occident doive se plier au reste du monde, pas du tout. Chacun doit respecter ses valeurs, mais nous devons aussi apprendre à respecter un peu La valeur des autres. Voilà. Les valeurs des autres. Donc plus d'humilité, plus de modestie. un peu plus de modestie. Alors, on va venir à la France. Bon, je crois que personne ne peut l'ignorer. Et il y a eu cette semaine, jeudi dernier, un grand mouvement social en France. Alors bon, la police dit 1 million et quelques manifestants. Les syndicats 2,5 millions. On va éviter le débat des chiffres de toute façon. Même en prenant la fourchette la plus basse, on est dans un cas de figure où effectivement la mobilisation a été massive. Alors moi j'ai un peu envie de demander à Nadir, première question, à quoi est-ce qu'on peut attribuer cette mobilisation massive? J'ai entendu sentiment d'injustice, j'ai entendu revendication, pouvoir d'achat. Qu'est-ce qui, d'après vous, fait que cette mobilisation a été extrêmement massive? Il y a un peu tout ça. Hein. Il y a tout d'abord une unité syndicale. Les oui, syndicats ça ont aussi, il appelé faut le dire, très tôt. c'est la première fois depuis fort Oui, longtemps qu'il y a une effectivement. unité des Il y a une unité confédérations. syndicale qui ont appelé très tôt à cette grève. Mais au-delà des demandes, par exemple, concernant le pouvoir d'achat, concernant les emplois, il y a aussi la dénonciation aussi d'une manière de faire de la politique. Il y a, je dirais que le dénominateur commun, que ce soit les cheminots ou les magistrats, les universitaires, c'est un anti-sarkozysme qui devient de plus en plus Clairement grand et visible. anti-gouvernemental. Anti-gouvernemental. Effectivement. Donc il était clair que la mobilisation devait réussir dans ces cas-là. Il y a aussi le fait que les syndicats, c'était un test important pour les syndicats. Pourquoi? Parce que les syndicats sont en crise. Hein, ils traversent une crise d'adhésion notamment. Est-ce que le taux de syndicalisation, par exemple, est passé faible, est très très faible. Il est passé, par exemple, en près de 40 ans, de 50% au cours des années 60 à 20% des salariés en 1900, dans les années 80 et 10% dans les années 90. Donc le taux de syndicalisation des salariés français, est vraiment un des plus bas
des pays industrialisés. Donc les syndicats, si vous voulez, se devaient de réussir cette mobilisation pour envoyer un signal très fort au gouvernement en disant nous sommes là, nous sommes capables de mobiliser, de faire descendre des milliers de personnes dans la rue. Avant de parler de l'avenir, de ce qui va se passer et de ce que vous en pensez, moi je voudrais poser la question à Éric Zemmour. Certains, notamment côté gouvernemental, gomment un peu l'aspect politique, politique au sens noble, l'aspect anti-gouvernemental des manifestations et parlent de manifestations contre l'inquiétude. Écoutez, moi je... Est-ce qu'on manifeste contre l'inquiétude? Non, mais justement, on manifestait pourquoi et contre quoi? J'ai toujours pas très bien compris, parce que normalement on manifeste contre une loi, contre une mesure, contre... Là, il n'y avait rien. On manifestait contre rien. On manifestait contre la crise, contre... Moi, je veux bien, je comprends très bien. Vous reprenez à votre compte? Non. Certains commentateurs appellent l'inquiétude. Oui, si vous voulez. L'expression d'une inquiétude diffuse. Bon. Deuxièmement, j'entends bien ce que dit Nadir. Évidemment, il y avait une tonalité anti-gouvernementale, c'est évident. Maintenant, il y a une tonalité anti-gouvernementale, mais elle est purement protestataire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de débouché. Il n'y a pas de débouché politique, puisque le Parti socialiste n'est absolument pas légitimé par ces gens-là. Ils ne se reconnaissent pas, les syndicats non plus, et ce qu'ils... donc on voit bien c'est purement protestataire. Pas de solution politique, dites-vous. Voilà. Bon. Moi, je Alors, trouve. protestataire sans solution politique. Troisièmement, confusément, on voit bien, on manifeste pour le pouvoir d'achat, contre la crise et tout. La solution politico-économique de cette manifestation, c'est la relance par la consommation du pouvoir d'achat, c'est-à-dire l'augmentation, donner de l'argent aux gens pour qu'ils consomment, etc. Or, cette solution a été refusée par le gouvernement, selon moi, à juste titre, puisque une relance par la consommation, on le sait depuis 25 ans, depuis qu'on l'a essayé en 81 et qu'on l'a essayé plusieurs fois, à chaque fois, ça, et plus encore aujourd'hui, ça ne favoriserait que les importations et donc les Chinois et les Allemands. Ça n'aiderait pas l'industrie française. Et l'industrie française, justement, est en piteux état. Ils ont délocalisé énormément et aujourd'hui, on le paye cruellement. Je crois qu'il faudrait plutôt... Je crois que le sens aujourd'hui, c'est d'essayer de relocaliser ces industries. C'est ça le but, normalement, me semble-t-il, d'un gouvernement. Je pense qu'il faut pour cela une politique vraiment d'un protectionnisme intelligent au niveau européen. Se pose toujours le même problème, c'est-à-dire que d'abord les Allemands n'en veulent pas, car pour l'instant ils sont les grands bénéficiaires, parce que profiteur est un mot un peu péjoratif. Bénéficiaires de la mondialisation, en vendant, parce que selon le schéma classique, ils vendent des machines-outils aux Chinois pour qu'ils s'équipent et des voitures de luxe aux Américains qui payaient en s'endettant. C'est ce système-là qui s'est... Voilà. Il nous reste environ 10 minutes d'émission, je préviens tout le monde. Dominique Volton voulait dire quelque chose. D'abord, premièrement, c'est un peu facile de dire après que l'événement a eu lieu, oh là là, c'était normal que ça marche bien. Franchement, non. Mais c'est pas vous qui l'avez dit, en l'occurrence. Jusqu'à il y a 3 mois, c'est la première manifestation importante depuis le début du gouvernement du régime de Sarkozy. Première. Et franchement, on ne pouvait pas dire il y a 3 mois qu'il y aurait tant de... Alors pourquoi? Moi, je dirais qu'il y a 2 causes principales. La première, c'est indéniable, c'est le début de quelque chose. On m'a dit là, c'est vrai que, comme très souvent, au bout de 2 ans, le gouvernement rencontre la société. 18 mois, on commence à avoir le pouvoir politique, et d'ailleurs pour Sarkozy, ça va être une leçon de modestie, mais est-il capable de l'entendre? Lui qui a dit tant de mal de ses prédécesseurs, tant de mal de tout le monde, en sachant que les gens sont incapables de comprendre, de charger, là, il va s'apercevoir qu'une société, c'est plus compliqué que ses désirs. Ça traduit 2 choses, à mon avis. Premièrement, une rupture radicale. Si vous cette crise de la mondialisation, Sarkozy, pas le seul, a été un de ceux qui a dit, pendant toute sa campagne, avant, pendant et pendant les 2 premières années, oui à la mondialisation libérale, oui à la dérégulation, oui à la fin de l'État. Oui, son programme était nettement libéral. Enrichissez-vous, modèle libéral classique 1830, que les meilleurs gagnent, travaillez plus, gagnez plus, etc. Et l'effondrement, et on n'a pas fini de comprendre les conséquences de ce modèle qui a été impérialiste pendant 30 ans. Parce que tous ceux qui osaient dire il faut réguler, il faut de l'État, il faut réduire les inégalités, on les traitait de vieux réactionnaires. Il ne faut pas oublier. L'État n'est pas la solution, il est le problème. L'idéologie dominante, c'était déréguler. Et comme je dis d'ailleurs souvent, cette idéologie libérale a été aussi violente que l'idéologie marxiste. Vous dites qu'aujourd'hui, la crise invalide ce raisonnement, quoi. Et ça, du coup, Sarkozy, qui était à fond dans cette idéologie,
il se retrouve complètement décalé parce que par définition, il va être obligé de faire ce que disent tous les gouvernements sociaux-démocrates ou de droite, c'est qu'il va falloir réduire les inégalités, réintroduire de l'intervention de l'État, etc. Donc quelque part, il y a une prise de conscience par les Français qui sont assez politisés que franchement, non seulement il y a mal donne sur le discours que tu as tenu pendant 2 ans, mais il y a mal donne sur 30 ans. Donc ça crée plus les inégalités, plus le fait que la mondialisation de l'information, j'y reviens toujours, montre que les profits ont été très forts simultanément aux banques, qu'on n'arrête pas de donner de l'argent aux riches. Un sentiment d'injustice. D'injustice, d'inégalité et effondrement en Europe et surtout en France de la classe moyenne qui est le terreau de la démocratie. Donc là, on a des causes socio-économiques. Et deuxièmement, le plan politique, là je pense que si jamais M. Sarkozy était sensible un tout petit peu à la réflexion, il devrait comprendre une chose, c'est quand on est élu dans une démocratie pour 3, 4, 5, 6 ans, on n'est pas élu pour tout faire. Et donc ce qui est en cause, et pour foutre tout en l'air dans tous les sens, ce qui est en cause dans la société française, c'est un peu de respect. Pas la réforme. La réforme, ça veut rien dire, tout le monde veut réformer. Ça veut dire arrêtez de vous imaginer que vous êtes propriétaire de la France et vous pouvez tous les jours, matin et après-midi, dire que ce qui se fait dans l'éducation, dans la santé, dans la justice, dans la presse, dans l'industrie, dans l'automobile, tout ça c'est nul et non avenu et que vous allez changer tout. Et du coup, pendant des mois, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est le silence de la communication politique. Il ne s'est rien passé pendant des mois. Les sondeurs n'ont rien vu. Et il s'est passé une forme d'humiliation d'un pays qui est quand même un pays démocratique, qui même s'il est bureaucratique, a l'habitude maintenant de la négociation, et de voir un pouvoir politique qui ne négocie rien et qui dit en permanence vous êtes mauvais les agriculteurs, vous êtes mauvais les juges, vous êtes mauvais les profs, tout le monde est mauvais, sauf moi. Et bien au bout d'un moment, les gens disent écoutez, ça suffit, il faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Et donc ce qui se joue là sur la politique est bien plus grave que ce qui se joue sur l'économie. D'où je suis d'accord sur la France, c'est un rejet pour la première fois réel, c'est pas un style du gouvernement, c'est une posture par rapport à l'histoire et la politique. Alors, Luc Laventure, juillet 2008, quand il y a une grève en France, plus personne ne s'en aperçoit. Aujourd'hui, janvier 2009, dans une démocratie, c'est normal que les gens protestent. On sent bien que, par rapport à ce que dit Dominique Volton, peut-être que Nicolas Sarkozy a évolué aussi. Est-ce qu'on peut dire ça? Et qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui? Est-ce qu'il peut évoluer? La question n'est pas de savoir s'il doit. On connaît les positions des uns et des autres. C'est peut-il évoluer? Est-il dans la possibilité, a-t-il les moyens de changer la trajectoire qu'il a adoptée dans les 18 premiers mois? On va régler nos comptes après, Jean-Marc. Oui. Il m'a mis dans une mauvaise position. Il me dit qu'est-ce que tu penses du président de la République? Est-ce que c'est un mec Non, je demande s'il peut changer, s'il a les moyens, la possibilité de changer d'orientation. À la récré, on va se retrouver. Bon. Je pense que ça va être parfait. Très sérieusement, faut pas tomber dans la caricature du journalisme en disant le président de la République avait dit on a épinglé une petite phrase. Bon, il a dit cela sous forme de. Elle était très forte la phrase. Oui, mais elle a dit ça sous forme de boutade. Disons que ça lui revient un peu comme un boomerang dans le visage, quoi. Oui, elle a dit ça sous forme de boutade. La deuxième chose, c'est que effectivement, tout le monde l'a dit ici, la mobilisation était forte, très forte hier. Ou plutôt avant-hier, puisque nous sommes samedi. La mobilisation était très forte. J'ai pas envie de dire et maintenant, j'ai envie de dire et après, parce que il n'y a pas que Sarkozy, c'est que même les syndicats se retrouvent avec ils ont une patate chaude entre les mains finalement. Hein. Ah, on a réussi. On était 45 millions dans les rues. Et à partir de là, 2,5 millions. Hein. Oui, j'exagère toujours. Je suis journaliste. et à partir de là. Non, c'était pas 4500. Hein. Voilà. Bah allez, on va laisser finir Luc Laventure. C'est le seul qu'on interrompt depuis le début. Je vous ferai remarquer. Hein. Non mais c'est nouveau. Non mais d'abord parce que je suis jeune, nouveau, stagiaire, et puis dans cette espèce. Allez, je sais pas si vous avez vu. Faites attention à vos cheveux. Absolument. Je ne sais pas si vous avez vu ce studio. Il est vraiment à l'image de RFO, donc il est à l'image de l'outre-mer, en espèce de pit, de combat de coq permanent, etc. Et je trouve ça plutôt sympathique. Mais pour revenir à la question des millions de personnes qui se trouvaient dans la rue, à partir de là, est-ce que Sarkozy va évoluer? Je pense qu'il évolue en permanence sur un TGV, donc il va continuer. Pour moi, il va continuer à évoluer. Est-ce que les syndicats vont évoluer, c'est-à-dire apporter de façon concrète et précise quelque chose qui va faire en sorte que la traduction de cette manifestation qui est quoi? C'est j'ai une émotion très forte, j'ai une angoisse très forte. À partir de là, est-ce qu'on va pouvoir traduire positivement par des solutions cette angoisse? Je ne le sais pas. Mais je pense que ça a le mérite de poser les problèmes de façon très claire et de poser les problèmes non pas en termes idéologiques mais en termes de principes de réalité. Et je pense que c'est... Soyons pragmatiques, c'est ça que vous dites en fait. Et tout le monde devra évoluer. Moi j'ai envie de poser une dernière question à qui veut y répondre un petit peu.
Bon, je peux partir. On va essayer de finir l'émission ensemble. Il y a quelque temps, la Guyane a connu une grève. Aujourd'hui, c'est la Guadeloupe depuis plusieurs jours. Oui. J'en parle parce que ça vient avec. Moi, j'ai envie de poser la question suivante. Comment se fait-il qu'on soit arrivé quelques mois ou quelques semaines après la Guyane à la même situation en Guadeloupe? On ne tire jamais de leçons du passé. On est incapable de prévoir et d'anticiper. Dominique Volton, il nous reste pratiquement peu de temps. Si l'expérience servait dans la vie humaine et dans l'histoire de la politique, ça se saurait. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas la répétition des guerres, parce que quand même les guerres, c'est quand même le destin et l'horizon des sociétés, donc par conséquent, hélas, ça ne se sait pas. La Guadeloupe et la Guyane, c'est proche dans le temps, c'est proche dans la géographie. On pouvait imaginer que quelque chose se passe. On peut dire des choses très simples. Tous les territoires d'outre-mer sont des territoires riches par rapport à toutes les régions autour. On n'a jamais été capable de régler deux problèmes. De faire que ce ne soit pas des économies de consommation, mais aussi des économies de production. Et que l'on ne soit pas capable de devenir des pôles de développement pour les territoires autour de nous. Première question géographique, économique, qui fait que du coup, on a des décalages et disparités, plus le fait qu'il y a des inégalités sur place qui sont considérables. Et deuxième chose qui est encore plus grave, c'est qu'il n'y a pas de politique en France. C'est-à-dire que la France a une richesse formidable avec ses 10 territoires d'outre-mer, et que les gouvernements qui se succèdent de droite comme de gauche n'ont pas de vision politique sur ce que c'est que les outre-mer, sur ce que c'est que le rapport avec la mondialisation et compagnie. Et donc du coup, on est à chaque fois dans un télescopage entre des gâchis économiques, des inégalités économiques et sociales, et pas de représentation politique. Alors la métropole est responsable, mais les élites des Outre-mer le sont aussi. Je n'arrête pas de répéter qu'il y a plus de 50 parlementaires qui sont représentants de ces territoires et qui ne s'invitent pas suffisamment nombreux, souvent dans les débats nationaux, pour faire valoir non pas seulement leur point de vue quand c'est nécessaire, mais aussi notre vision du monde. Donc, d'une certaine manière, tout le monde est responsable, mais quand même, en tête, c'est le pouvoir politique. On verra. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Bon, on arrive à la fin de l'émission. C'est du gâchis. Ouais. Je laisse pas la parole aux autres parce qu'on n'a pas le temps, j'en suis désolé. On n'a pas traité, on voulait parler de la démission, non pas de la démission, du déplacement du préfet de la Manche et du directeur de la police. On aura peut-être l'occasion d'y revenir la semaine prochaine. On voulait parler aussi du résultat de la commission mixte paritaire sur l'audiovisuel et puis aussi d'Obama et de son discours à propos de ceux qui empochent des bonus aux États-Unis. Bon, c'est trois thèmes qu'on aura peut-être l'occasion de traiter la semaine prochaine. Comme ça vous fait de bonnes raisons de revenir devant votre poste de télévision avec nous samedi prochain. Merci beaucoup de votre fidélité et à la semaine prochaine.